Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bien, voici les titres du journal. Aujourd'hui, 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette violence qui s'intensifie dans différents contextes, y compris l'espace de travail et les espaces en ligne. Nous allons recevoir dans ce journal Sophie Ekwe, formatrice et experte sur le leadership des femmes dans la presse. Avec elle, nous ferons le point de la situation dans les médias et ensemble, nous verrons comment renforcer la lutte pour l'élimination des violences à l'égard des femmes dans les médias. Bonsoir Sophie Ekwe. Bonsoir, M. Chagama. Je suis à vous dans quelques minutes. Nous ferons également un tour dans le département du Koufo qui vient d'inaugurer le marché moderne régional d'Azové. L'infrastructure marchande a été officiellement mise en service ce week-end sous les ovations et l'admiration des populations. Également dans ce journal, nous ferons un zoom sur le cinéma Sabari de Djougou dans le département de la Donga. Ce bâtiment autrefois destiné à la projection des œuvres cinématographiques végète aujourd'hui dans un état de délabrement avancé et sert désormais d'abri aux reptiles et aux personnes de moralité douteuse. Le constat dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Ouverture officielle du marché moderne régional d'Azové. L'infrastructure marchande a été officiellement mise en service ce week-end dans le département du Koufo. C'était en présence des autorités politico-administratives et surtout les populations qui apprécient le chef-d'œuvre. Le compte rendu dans cet élément. Une coupure symbolique du ruban qui a valeur d'ouverture officielle des portes du marché moderne construit par le gouvernement ici à Zové dans le département du Koufo. Une infrastructure dressée sur une superficie de 5,8 hectares et qui offre aux usagers toutes les commodités d'un espace marchand. Ce marché couvrant 12 378 mètres carrés dispose désormais de 2049 espaces de vente incluant 1746 étals, 117 boutiques, 12 restaurants, 16 poissonneries, 16 boucheries, un espace de vente de bétail de 132 places, ainsi que 3 magasins répondant ainsi aux besoins de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Des équipements modernes conçus pour répondre aux besoins des commerçants et autres usagers. Ils sont installés sur des espaces commerciaux bien organisés avec des infrastructures sanitaires, des zones de stockage ainsi que des aires de stationnement, mais aussi un système de gestion des déchets. Chères sœurs, mesdames et messieurs, ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes les acteurs principaux de ce marché. À travers votre travail quotidien, vous contribuez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région, à l'économie de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de ce marché, à l'entretenir, à le valoriser pour qu'il reste à jamais un moteur de croissance pour notre région. C'est aussi un exemple d'investissement qui éloigne désormais des usagers les souvenirs de conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Ce centre d'échanges commerciaux situé dans la commune d'Aplahoué est ainsi le premier marché moderne régional mis en service par le gouvernement. Vous savez dans quelles conditions les échanges commerciaux étaient faits dans nos marchés. Vous savez ce que nous préparons à vivre pour nous bientôt. Et pour cela, nous avons des raisons sérieuses de réitérer toujours, sans modération, nos remerciements à l'endroit de tout le gouvernement. 24 heures avant cette cérémonie d'ouverture officielle, le tirage au sort pour l'attribution des places a été effectué devant le public. La capacité d'accueil de cette infrastructure marchande est de 2049 places. Nous allons à présent faire un tour à Djougou dans le département de la Donga pour parler du cinéma Sabari dont l'état du bâtiment préoccupe de plus en plus les populations. Ce bâtiment autrefois destiné à la projection des œuvres cinématographiques végète dans un état de dégradation avancée et sert désormais d'abri aux reptiles et aux personnes de moralité douteuse. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage. Nous allons suivre. C'est une infrastructure dédiée aux activités cinématographiques
qui sombre désormais dans un oubli indescriptible. Située en plein cœur de la ville de Djougou, la maison de cinéma Sabari est tombée en déchéance depuis plusieurs décennies. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur de cette infrastructure, le constat est patent. Toiture entièrement décoiffée, chaises en fer recouvertes de poussière, englouties sous des tôles rouillées, fauteuils en décrépitude, des murs lézardes ébranlants. C'est l'état piteux dans lequel végète ce joyau érigé au temps du maire Karim Boukari Tenaka. Il exprime sa tristesse de voir ce qui jadis a fait la jeunesse de bon nombre de Djougoua partir dans l'abîme. C'est une tristesse pour moi de constater que cette maison a été construite sous ma direction. J'étais le maire de Djougou en ce temps-là. Aujourd'hui, je constate que c'est de la ruine. On a les larmes aux yeux. C'était une maison de loisirs. C'était une maison de loisirs, une maison de cinéma. À l'époque, c'était le beau temps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est déplorable. Cinéma Sabari qui, il y a quelques années en arrière, regroupait les personnes de tous âges autour des œuvres cinématographiques, n'est désormais qu'un bâtiment fantôme et voué à l'abandon. Fierté d'hier, infrastructure socio-culturelle de premier choix, il constitue un nid pour reptiles, insectes et individus de moralité douteuse. Certains n'hésitent pas à parler d'un danger public auquel il faut trouver une solution. Cette maison qui faisait la fierté de tout Djougou est devenue aujourd'hui un danger public, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est un lieu qui a vraiment bercé notre enfance ici à Djougou. Aujourd'hui, venir voir ce bâtiment dans cet état, vraiment, c'est avec émotion. Année après année, le bâtiment se désagrège peu à peu, faute d'entretien et d'absence d'une politique de sa mise en valeur. Ce que moi je constate là, c'est comme une négligence. L'État ne s'est pas occupé, ou en tout cas la structure qui est chargée d'occuper de la maison l'a abandonnée et elle est tombée en ruine. Ce qui est marrant dans cette affaire, nous constatons que cette maison n'a même pas de responsable. On ne sait pas à qui appartient cette maison-là. À la commune, à l'État. Dans cette situation-là, on ne sait plus à quel sens se vouer. Tout en déplorant l'état dans lequel se trouve cette infrastructure, fruit de plusieurs millions d'investissements, sages et autorités politico-administratives implorent la bienveillance du gouvernement Talon afin qu'une solution soit vite trouvée. Je voudrais implorer l'indulgence du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, afin qu'une solution soit trouvée à ce bâtiment qui est totalement en ruine et qui peut nous créer des désagréments très très graves. Ce qu'il faut faire, il ne s'agit pas de dire qu'on va réhabiliter, on va arranger, ce n'est plus arrangeable. Il faut détruire et reconstruire une nouvelle maison, une belle maison de plaisir. C'est ce que moi je souhaite. Et ça ne peut être fait que par l'État lui-même. Et je souhaiterais que l'État envoie des gens venir constater eux-mêmes le désastre dans lequel nous sommes ici à Djougou. En attendant une décision du gouvernement Talon qui ne cesse d'entreprendre réformes audacieuses pour booster les activités culturelles, artistiques et touristiques, une question taraude toujours les esprits. Combien d'années tiendra encore ce bâtiment en ruine? Bien malin, qui pourra le dire? L'état de cette maison n'est pas gai. Ce n'est pas gai, ce n'est pas bon. Je l'ai annoncé en début d'édition, le monde entier commémore aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En 2023, au moins 51 100 femmes ont subi une violence du genre qui s'est achevée par leur assassinat perpétré par leur partenaire ou des membres de leur famille. Cela signifie qu'une femme a été tuée toutes les 10 minutes. La violence à l'égard des femmes s'est intensifiée dans différents secteurs, y compris l'espace de travail et les espaces en ligne. Et justement, pour en parler, nous recevons en plateau Sophie Ekoué, bonsoir.
bonsoir. Vous êtes ancienne journaliste de RFI, TV5 Monde, Africa numéro 1, et vous êtes formatrice en radio. Vous travaillez sur le leadership des femmes dans la presse et les médias en Afrique occidentale. Quelle lecture faites-vous de la situation dans les médias aujourd'hui? En fait, les choses ont beaucoup avancé. Les combats, ces journées spéciales ont fait avancer beaucoup de choses. Et dans les reportages, dans les productions, j'allais dire, même au sein de l'organisation des rédactions, on voit qu'il y a de plus en plus d'attention portée à la place de la femme. Les femmes occupent, je ne vais pas dire de plus en plus, mais on tient compte de la place des femmes dans l'organisation des rédactions, des femmes rédactrices en chef, des femmes chefs de projet, directrices d'infos. De plus en plus, on se dit que si les femmes sont à ces postes-là, elles sont plus visibilisées. Elles ne seront pas invisibilisées. Donc, je crois que oui, de plus en plus, oui, les choses avancent. Vous les sentez toujours marginalisées? Toujours, parce que, je ne sais pas, ici, si on prend prend par exemple de Canal 3, c'est vrai que c'est une femme qui est directrice de Canal 3, mais aux autres postes, est-ce qu'il y a autant de femmes? Il y a la répartition des tâches, mais il y a aussi les salaires, les problèmes de salaire. Est-ce que les femmes sont autant bien ou mieux payées ou payées à salaire égal, compétences égales, salaire égal que les hommes? Ok, il y a encore des petites choses à faire, mais c'est vrai que ça avance un petit peu. Et de plus en plus, on voit des femmes qui vont sur les théâtres de guerre, sur les scènes de guerre, des femmes reporters de guerre. Les femmes ont investi tous les métiers des médias et de la presse, mais les discriminations auxquelles elles font face ne sont pas visibles en réalité. C'est le plafond de verre. Elles montent, mais à un moment, elles ne peuvent plus monter. Et on ne leur signifie pas cela. Donc le combat demeure, même si je vois qu'il y a des choses qui avancent au jour le jour. Des choses qui changent quand même. Beaucoup de choses changent, bien évidemment. Les femmes sont aux commandes des grands moments de la télé. Elles dirigent les matinales. Elles sont aux 20h. Elles sont, je veux dire, oui, elles sont des expertes aussi, il faut le dire. Parce que le travail qu'on doit faire dans les médias, ce n'est pas simplement au sein des rédactions, c'est aussi dans nos productions. Qu'est-ce que nous montrons dans nos productions? Est-ce que les femmes sont toujours des victimes? Est-ce que vous invitez ici sur ce plateau des femmes générales? Est-ce que vous invitez des femmes météorologues? Est-ce que les femmes viennent juste pour parler de leur cause ou pour être juste des expertes sur le plateau? Ça aussi, ça va changer la vision des choses si nous commençons à balayer devant nos portes et à faire des sujets dans lesquels on retrouve des femmes banaliser leurs fonctions. Vous faites bien de le dire, parce que je m'apprêtais à vous demander comment renforcer la lutte pour l'élimination des violences à l'égard des femmes dans les médias. Oui, non, c'est aux deux plans. C'est aux deux plans. On peut les faire dans nos productions et aussi dans l'organisation de la rédaction. Dans les productions, c'est quoi? C'est donner la parole aux femmes de plus en plus expertes. Par exemple, dans les micro-trottoirs, on va donner la parole aux femmes qui sont souvent des victimes. Les femmes ne sont pas que des victimes. Mais il y a aussi des femmes qui n'aiment pas parler. Oui. Qui ont peur de la caméra, qui ont peur du micro. Oui, mais il faut les habituer à le faire. On ne devient pas habitué de la caméra au premier jour. On commence petit à petit, les gens apprivoisent, parce que c'est très compliqué de parler devant une caméra. Ouais. Donc plus on donnera la parole aux femmes, plus elles auront l'habitude de prendre la parole, plus ils iront, s'il y en a 1, 2, 3, 4, il y aura une sorte de cercle vertueux qui va tirer les femmes à prendre la parole. Parce que pour l'instant, puisqu'elles sont mineures, elles n'osent pas le faire en disant est-ce que je peux, est-ce que ma parole compte? Il y a aussi ce qu'on appelle ce ressort psychologique qui fait qu'on se sape. Donc ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'on se demande si on est toujours à notre place, si ce qu'on va dire va être pris en compte, si ce qu'on va dire a du sens et ce qu'on va accepter par tous. C'est ça, si notre parole compte. Et à l'intérieur des rédactions? En fait, il faut faire une répartition autre que genrer des tâches. Il ne faut pas envoyer les femmes faire que des sujets de femmes, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a des sujets pour femmes?
Non, souvent, le rédacteur en chef pense qu'il y a des sujets pour femmes. Il n'y a pas de sujet pour femmes. On peut envoyer les femmes faire tous les sujets. Le jour où il n'y aura plus de rédaction genrée, je pense qu'on va avancer. Je pense que de plus en plus dans les rédactions, il n'y a plus... Y compris lorsqu'il y a crépitement de balles sur le terrain. Oui, ah bah oui, regardez un petit peu dans le monde en ce moment, actuellement, surtout les théâtres de guerre, il y a des femmes qui sont grands porteurs. Ouais. Donc oui, donner plus la parole. Laisser les femmes libres de leur choix, ne pas parler à la place des femmes, ne pas leur couper la parole, par exemple, en pleine conférence de rédaction, les laisser s'exprimer, les laisser partir, faire tous les sujets. C'est comme ça que l'on peut changer petit à petit les choses. Oui. Vous animez également plusieurs missions en Afrique sur les questions du genre pour CFI. Et d'ailleurs, vous travaillez actuellement avec la télévision Canal 3 Bénin sur un programme de développement des compétences sur la lutte contre les abus de pouvoir et notamment les discriminations et violences basées sur le genre. Pouvez-vous nous faire un petit bilan de cette formation qui a démarré depuis mercredi dernier? Oui, alors bientôt, c'est la 2e semaine, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que petit à petit, on découvre que ce qui est banal, ce qui est fait, ce que l'on perpétue tous les jours, en fait, c'est des micro-violences. La violence n'est pas un acte criant, en fait. C'est un regard, c'est un geste, c'est un propos, c'est même ne pas parler. Le silence aussi est blessant dans les rédactions. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc même silencieux, il peut y avoir violence. Absolument. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on refuse d'adresser la parole à quelqu'un dans une rédaction qui veut s'exprimer, c'est de la violence. Quelqu'un qui a une idée, qui veut donner son idée en conférence de rédaction et que le rédacteur en chef ne le regarde pas, ne lui accorde pas d'attention, c'est aussi de la violence. En fait, ça, c'est ce que j'ai découvert au cours de cette formation. C'est ce que les journalistes ne considéraient pas comme violence et qui finalement, voilà, s'est révélé comme étant en fait le quotidien de leur vie, de leur pratique de journalisme. Donc ça va changer beaucoup dans les comportements parce que la violence, c'est pas simplement donner un coup, c'est pas simplement insulter, c'est pas tirer les cheveux. La violence, c'est aussi la manière dont on considère le voisin, ou c'est la voisine, c'est la femme, ou c'est l'homme d'ailleurs, parce que souvent, on parle aujourd'hui, c'est la journée spéciale contre la violence contre les femmes, mais c'est également le rapport entre les hommes et les femmes et les hommes. Comment j'agis très rapidement, comme les hommes et les femmes. Vous avez insisté sur violence contre les femmes. Oui. Il y en a qui parlent de violence faite aux femmes. Oui. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est qu'une violence faite aux femmes, on ne voit pas la personne qui fait la violence. La personne qui fait la violence est invisibilisée. La violence contre, on voit que c'est un système. C'est une violence qui est érigée comme un système et qui est basée sur une idéologie. Là, on voit bien que derrière la violence, il y a un mode de pensée, il y a une idéologie, c'est systémique. Et c'est totalement différent de la violence qui est faite. Et on dit, elle est faite par qui? On ne voit pas trop la main qui est derrière la violence, en réalité. Merci à vous, Sophie Ekwe. Je sais que la formation se poursuit et certainement que vous apprenez aussi beaucoup des journalistes du Bénin. Absolument, absolument, beaucoup de choses. Je rappelle que vous êtes ancienne journaliste de RFI, TV5 Monde, Africa numéro 1, et vous êtes formatrice en radio. Vous travaillez sur le leadership des femmes dans la presse et les médias en Afrique occidentale. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Ulrich. Restez avec nous pour cet élément. Mesdames et messieurs, après Abuja en 2022, Cotonou accueille en mai 2025 le Forum africain sur la recherche et l'innovation, FARI. En prélude à cet événement et à la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé samedi dernier ce concert avec l'institution sous-régionale, une conférence de presse tenue dans la capitale économique du Bénin. Cette activité a rassemblé un parterre de personnalités du secteur de la science et de l'innovation venus d'ici et d'ailleurs. Nous allons suivre. Des étudiants au ministre, en passant par les promoteurs de start-up et les dirigeants d'institutions continentales et internationales, c'est toute la chaîne de la recherche et de l'innovation qui est représentée dans cette salle. Ciblant la jeunesse africaine, le Forum africain pour la recherche et l'innovation est l'un des 4 grands programmes découlant de la politique de la CEDEAO sur la science, la technologie et l'innovation, adopté par les chefs d'État et de gouvernement
en juin 2012. Donc de cette politique, nous avons développé 4 grands programmes. Le premier, c'est le programme d'appui à la recherche et à l'innovation. Il y a la mise en place du réseau ouest-africain des académies nationales des sciences. Il y a le développement du premier satellite de la CEDEAO pour l'observation de la Terre, ECOSAT 1, dont les études sont en cours. Et évidemment, il y a le Forum africain pour la recherche et l'innovation, forum qui nous réunit ici. Il s'agit pour notre communauté et ses partenaires de tirer le meilleur parti du potentiel de la jeunesse africaine au service de la transformation de notre continent et de leur offrir à eux-mêmes un cadre et un avenir pour s'exprimer et exposer leurs talents, mais aussi, surtout, vivre leurs propres rêves. Je suis ravie de me rendre compte avec vous de la pertinence, aussi de l'utilité d'un tel événement. Car il s'agit là d'un événement de haute portée scientifique et technologique qui vise essentiellement à offrir aux acteurs concernés, et notamment à tous les jeunes scientifiques et jeunes porteurs de grandes ambitions, des possibilités d'échange, de formation, de partage. Le thème du FARI édition 2025 est jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Cet événement coïncide avec la célébration du cinquantenaire de la CEDEAO. Nous allons célébrer notre jubilé l'année prochaine. C'est le moment, effectivement, de nous interroger sur ce que nous avons fait pour notre jeunesse et ce que nous devrons faire pour cette jeunesse. Le FARI 2025, c'est une session des experts, une exposition des start-up innovateurs, une session des ministres et une conférence de 2 chefs d'État et de gouvernement. Dans un esprit de fidélisation de sa clientèle, la compagnie Novi Voyage Plus a convié ses usagers à participer à un challenge sur les réseaux sociaux. À l'issue de cette compétition virtuelle, les meilleurs contenus ont été retenus et primés à l'occasion d'un cocktail. Esther Tofa et Moufid Sabouran étaient de la partie. Voici leur compte rendu. Faire de courtes vidéos sur les réseaux sociaux pour exprimer les raisons du choix de la compagnie de transport. C'est en cela que consistait le challenge Pourquoi j'aime Novi Voyage Plus, organisé du 7 octobre au 3 novembre 2024 par la compagnie. Au total, 40 vidéos ont été sélectionnées. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous pour votre participation enthousiaste à ce jeu concours. Votre engagement et votre créativité ont fait de cette expérience un véritable succès. Chaque lauréat ici présent représente une histoire, un parcours pour notre compagnie. En fait, c'est votre compagnie. Novi Voyage Plus veut que vous puissiez la considérer comme votre compagnie. Et donc, nous vous invitons à continuer de contribuer à travers vos suggestions pour que nous continuions de nous améliorer pour votre meilleure satisfaction. À la fin du challenge, 10 lauréats ont été retenus, dont 3 qui ont reçu plus de likes. Joël Denon, en comptabilisant plus de 8000 likes, repart à l'occasion de cette cérémonie de remise avec une somme de 200 000 francs CFA. Du cadre du challenge, Novi Voyage, c'est d'abord mon quotidien. C'est à chaque fois que je dois venir à Cotonou ou retourner à Porto-Novo, je prends toujours Novi Voyage Plus. Je suis sorti premier lors du challenge. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Je suis vraiment content. Et c'est également le moment pour nous. Je parle au nom de tous les clients de Novi Voyage Plus. C'est le moment pour nous de réitérer notre engagement et continuer à prendre Novi Voyage Plus. Et nous espérons que dans les jours à venir, Novi Voyage, comme il a toujours fait, va trouver les moyens encore de nous sublimer, de nous égayer. Nous sommes très satisfaits de cette marque d'engagement de nos clients
de leur esprit de créativité, leur don pour l'accompagner, leur contribution pour promouvoir la compagnie. Les deuxième et troisième lauréats sont quant à eux gratifiés respectivement d'un chèque de 100 000 et 50 000 francs CFA. Un lot de consolation, à savoir une somme de 30 000 francs, a été offert aux 37 autres participants dont les vidéos ont été retenues. Tout le processus a été suivi par un cabinet d'huissier qui en a confirmé la légalité et la véracité. Notre contrôle et les résultats sont totalement certifiés. À la faveur de la première édition du projet Femmes Entrepreneurs en Lumière, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a célébré les domaines de compétences de 15 chefs d'entreprise. Dans une ambiance conviviale, ces femmes parées pour la plupart de leurs plus belles robes de soirée ont reconnu cette volonté du président Patrice Talon de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Reportage. Ida Florence Quintoso, l'une des 15 femmes entrepreneurs mises en valeur par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, estime que cette distinction est le couronnement d'un parcours de 18 ans. L'entrepreneuriat féminin au Bénin, je pense que oui, a de beaux jours parce qu'à travers les différentes dispositions qui sont prises par le gouvernement aujourd'hui, qui permettent de mettre en lumière des femmes entrepreneurs qui travaillent réellement, permet quand même à nos jeunes sœurs de voir que les efforts que les aînés font sont reconnus, sont encouragés et ça peut permettre de susciter en fait l'envie d'entreprendre chez les plus jeunes. Et pour sa père, Nadège Konsagou, venue des monts de l'Atakora, principalement de Natitengu, la CCI Bénin et la GIZ œuvrent énormément pour l'entrepreneuriat féminin. C'est déjà un honneur pour moi d'être distinguée par la CCI Bénin parce que ça permet en fait de montrer que effectivement ce que nous faisons c'est pas rien, c'est pas inutile. Ça permet de nous donner du courage, la force de pouvoir continuer parce que le domaine que nous avons choisi, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'entrepreneuriat, c'est pas un domaine facile et encore moins pour les femmes. Le premier vice-président de la CCI Bénin, avant la remise des trophées, vante les potentialités des femmes chefs d'entreprise. Nous voudrions, à travers cette initiative, reconnaître la place et toute la valeur de la femme dans nos entreprises. Dans la dynamique de valorisation des lauréates, la CCI Bénin s'engage à leur faciliter l'accès à des financements pour l'accroissement de leur entreprise. Le groupe musical Star Feminine Band de l'Atakora n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance édition 2024. Sous l'impulsion de l'UNICEF, ce groupe musical de 7 jeunes filles dévouées pour la promotion des droits des enfants a procédé à la faveur de ce face-à-face avec les médias au lancement de leur chanson intitulée « Toutes les filles à l'école ». C'est le bureau de l'UNICEF Natitengu qui a servi de cadre à ce lancement. Suivant. Nominé champion de l'UNICEF il y a exactement un an, le groupe musical Star Feminine Band de l'Atakora a mené une série d'activités allant dans le sens de la promotion des droits des enfants. Parmi celles-ci, une chanson intitulée « Toutes les filles à l'école ». Saisissant l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfance édition 2024 sous l'impulsion de l'UNICEF, ce groupe de 7 jeunes filles dévouées pour la défense des droits des enfants a décidé de lancer cette composition musicale à la faveur de ce tête-à-tête avec les hommes des médias. Nous avons produit une chanson intitulée « Éducation des filles » qui invite les parents à s'engager davantage pour la scolarisation de leurs enfants, notamment leurs filles. Chers professionnels des médias, l'objet de cette rencontre est d'annoncer officiellement le lancement de cette chanson. Le choix du 20 novembre n'est pas un hasard. Cette date marque la Journée mondiale de l'enfance. Célébrée sous le thème « Écoutez l'avenir », cette édition rappelle que les parents et les décideurs doivent écouter les enfants et respecter leur droit de s'exprimer. Entre autres messages clés véhiculés dans cette composition musicale, on peut retenir: pour l'avenir du Bénin, protégeons nos filles, laissons-les étudier.
Chaque fille en classe, pas en mariage. Bâtissons leur avenir. Nous comptons sur vous, chers médias, pour amplifier ces messages et faire résonner notre plaidoyer auprès du plus grand nombre. Le présent lancement fait partie des activités phares que l'UNICEF a prévues dans le cadre de cette célébration dans la cité de Nanto. Le bureau de l'UNICEF de Nati Tengou a prévu un certain nombre d'activités, dont le lancement de la chanson intitulée « Toutes les filles à l'école » du groupe musical Star Feminine Band. La Star Feminine Band est un groupe musical de la Takora qui s'investit beaucoup pour la promotion des droits de l'enfant, raison pour laquelle ce groupe constitué de jeunes filles, de braves jeunes filles. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, portez-vous bien.